Il est en direct de Bruxelles parce qu'il est devenu formateur spécialisé dans l'insertion et dans la déradicalisation et il donnait donc des conférences auprès du Conseil de l'Europe. Il s'appelle Mourad Benchelali, il a été l'un des 5, je crois, Français détenus à Guantanamo. On a envie de vous poser la question de Mourad Benchelali, quand vous entendez parler de Bruxelles, du parcours de ces jeunes kamikazes français qui ont tué beaucoup de gens et qui se sont fait sauter vendredi soir dernier à Saint-Denis et à Paris. Est-ce que ce que vous savez pour l'instant de leur parcours de radicalisation, je dirais, ressemble au vôtre il y a maintenant une quinzaine d'années? Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, alors je suis à Strasbourg, hein, je ne suis pas à Bruxelles. Strasbourg, autant pour moi. Je vous remercie pour l'invitation. En tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous. Ouais, il fait beaucoup d'honneur en me décrivant comme un expert, mais je ne suis pas un expert. Je suis simplement un jeune qui essaie de faire profiter de son expérience au plus grand nombre. Alors sur l'affaire à proprement dite, sur les attaques qu'ont touché Paris, évidemment, je ne veux pas m'exprimer précisément sur ce qui a pu se passer parce que j'ai pas les éléments et puis voilà, je sais pas encore ce qui s'est passé dans le détail, mais ce que je peux dire, c'est que effectivement, des jeunes qui vont faire le djihad n'est pas nouveau. Voilà. Moi, j'ai été en Afghanistan en 2001, avant les attentats du 11 septembre. J'avais 19 ans et à mon arrivée en Afghanistan, il y avait beaucoup de jeunes, et notamment de France. Donc c'est vrai que c'est pas malheureusement quelque chose de nouveau, d'autant plus que les attentats qui ont touché Paris ne sont que la répétition d'un triste scénario qui ont été, même si c'est pas le même groupe, les attentats de Madrid ou de Londres. Donc c'est un peu l'histoire qui se répète en effet. Est-ce que l'environnement familial, parce qu'il faudrait raconter votre histoire en détail, mais vous d'abord, c'est un de vos frères qui lui-même, votre grand frère, je crois, qui lui-même s'était radicalisé et qui vous a envoyé, qui vous a conseillé d'aller en Afghanistan. Votre père était lui-même connu pour ses discours assez enflammés à l'époque, et finalement, le très jeune homme que vous étiez s'est retrouvé en Afghanistan près d'une base d'Al-Qaïda, et sur cette base même, vous racontez dans un livre publié chez Robert Laffont que vous avez rencontré Oussama Ben Laden, que vous avez vu descendre de 4x4 avec tout son aéropage, ses gardes du corps, je le précise, avant les attentats du 11 septembre, et c'est quand vous avez essayé de fuir cette base d'Al-Qaïda en Afghanistan que vous avez été rattrapé. Est-ce que quand même votre parcours de jeune paumé, j'ai envie de dire, vous paraît ressembler à ce que vous entendez dire là sur ces jeunes Français qui partent en Syrie et qui sont revenus pour commettre ces attentats? Alors la première chose, c'est qu'il ne faut pas, de mon point de vue, essayer d'avoir une explication globale au départ de jeunes pour le djihad. Je pense que chacun a ses raisons particulières. C'est comme essayer d'expliquer un divorce. Tous les gens ne divorcent pas pour les mêmes raisons. Alors, juste pour préciser, pour le contexte familial, vous avez décrit celui de ma famille. Mon père était en effet un imam. Bon, on l'a décrit comme radical après le 11 septembre, je suis désolé. Et moi, j'ai pas été élevé dans le djihad ou dans la violence, même si en effet, c'est mon grand frère qui m'a parlé de l'Afghanistan, mais j'assume tout de même mes responsabilités. Ensuite, effectivement, voilà, moi, en ce qui me concerne, c'était beaucoup de naïveté, beaucoup d'ignorance sur la réalité de ce que était l'Afghanistan. J'étais un espèce de gamin qui partait à l'aventure. Donc, c'était mon état d'esprit de l'époque. Et c'est vrai que c'est difficile de comprendre avec les choses qu'on sait aujourd'hui, mais vous l'avez bien précisé, c'était avant le 11 septembre, il y avait un tas de réalités que je ne connaissais pas sur l'Afghanistan. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes sont attirés par la Syrie, mais moi, je fais personnellement deux distinctions. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui savent très bien où ils mettent les pieds, en toute connaissance de cause, qui sont, voilà, ils partent sciemment, ils ont une idéologie très élaborée, c'est pas le même ancrage, etc. Et puis il y a des gamins qui se laissent embarquer, qui se laissent embrigader, qui sont très naïfs, très jeunes, très inconscients, très immatures et qui se laissent embarquer un peu comme on partirait à l'aventure très naïvement. Et c'est surtout à eux que je m'adresse, moi, quand je fais de la prévention, parce que c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, en leur expliquant la réalité de ce que peut ressembler une terre de djihad. Et c'est pour ça que c'est important, de mon point de vue, de faire un peu de distinction et de ne pas systématiquement regarder ces départs à travers le prisme des plus radicaux.
Et alors justement, Mourad Benchelali, depuis que vous avez été libéré et de Guantanamo et des prisons françaises, puisqu'en rentrant en France, vous avez été aussi emprisonné en France, et surtout depuis ces départs en Syrie qui sont beaucoup plus nombreux qu'au moment où vous êtes parti en Afghanistan, on est dans une proportion quasiment de 1 à 10, vous participez à donc des opérations de prévention de la radicalisation, d'essayer même de prévenir certains départs. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ces opérations? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Ben justement, j'ai pas de discours tout fait. Moi, je me concentre simplement, je raconte simplement mon histoire. Voilà. Je raconte, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai découvert quand je suis arrivé en Afghanistan, l'état d'esprit dans lequel j'étais avant mon départ, et ce que j'ai trouvé. Effectivement, je me suis retrouvé embarqué dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda, où les personnes qui y étaient prêchaient aux attentats suicides, prêchaient aux assassinats, prêchaient aux manipulations d'explosifs, etc. Donc on avait basculé dans de tout à fait autre chose qu'une guerre qu'on peut imaginer entre deux camps qui s'affrontent. Tout était devenu asymétrique. Et ensuite, j'ai dû fuir et survivre au bombardement américain et échapper à ceux qui me poursuivaient, c'est-à-dire les Afghans. Et j'ai été capturé par des villageois pakistanais qui m'ont livré ensuite aux Américains et j'ai été détenu dans l'arbitraire pendant plusieurs années. Et c'est cette réalité que j'explique aux jeunes, leur expliquer ces conséquences que ça a eu sur moi, cette réalité, cette complexité de terrain, tous ces groupes qui s'affrontent, cette manipulation, cet embrigadement, enfin voilà, toutes ces réalités qu'ils n'appréhendent pas forcément. En tout cas, ça leur donne les outils critiques de savoir, voilà, d'avoir les outils de savoir vraiment à quoi ressemble une terre de djihad. Et en général, les jeunes me disent, après que j'ai pu parler avec eux, leur expliquer tout ça, que ils comprennent que c'est. Enfin, souvent, ils me disent, mais on savait pas que c'était aussi compliqué. On savait pas que c'était comme ça. Alors souvent on dit oui, mais les jeunes ils partent en Syrie, ils savent très bien où ils mettent les pieds. Pourtant j'ai des jeunes qui me disent mais on savait pas, on savait pas que c'était aussi compliqué. Mais qu'est-ce qui On savait s'imagine pas Mourad qu'on était voilà amené à se retrouver dans telle ou telle situation. Qu'est-ce qui s'imagine concrètement avant Ils idéalisent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils idéalisent beaucoup. Souvent, pour les plus jeunes en tout cas, ils sont toujours évidemment attirés par l'idée de défendre la Oumma, de défendre un État islamique, de défendre la veuve et l'orphelin, de défendre l'opprimé face à ce qui a été décrit. Là, j'ai un peu écouté vos débats auparavant, la grande puissance internationale, etc., qui vivent comme de l'oppression contre les musulmans. Et donc, dans cette vision manichéenne qu'ils ont entre un monde musulman et un monde occidental, ils ont décidé de prendre parti. Voilà, en tout cas, c'est leur façon dont ils l'interprètent. Et donc, dans cette vision manichéenne, ils découvrent qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et quand je leur explique mon histoire, ils comprennent qu'en fait, c'est beaucoup de manipulation. Quand je leur explique que les talibans, quand les Américains ont commencé à bombarder, ils se sont sauvés. Et ils nous ont laissé, nous, les villageois, au milieu des bombes et au milieu des Afghans qui nous poursuivaient. Donc, évidemment, ça leur fait comprendre les choses d'une autre manière. Mais concrètement, à vous entendre, ça se joue très très jeune, parce que dès un certain âge, le processus d'idéologisation, il est déjà trop avancé. Et donc, vous, quand vous dites que vous faites de la formation, ça peut jouer vraiment que sur quasiment des adolescents, non? Bah, évidemment, un adulte, après, est un adulte. C'est-à-dire que moi, je suis pas non plus voilà, une personne qui part en connaissance de cause, il prend ses responsabilités. Voilà, pour moi, c'est pas la même chose. Après, des gamins, pour moi, ils sont influençables, ils sont vulnérables et on profite justement de cette vulnérabilité. Moi, je m'identifie à ces parcours de gamins de 15 ans. Aujourd'hui, on entend des gamins de 15 ans, 16 ans qui se retrouvent embarqués dans des terres de djihad. Et c'est sur ça que je veux pas rester silencieux. Après, une personne de 30 ans qui décide de partir, moi, j'ai pas de jugement moral à avoir là-dessus. En réalité, je suis pas policier ou agent de renseignement. Mais évidemment, si je peux le dissuader, c'est toujours mieux. Mais c'est pas, j'estime qu'à partir de ce moment-là, c'est plus mon rôle. Mais Mourad Benchelali, quand vous voyez les vidéos de recrutement, parce que ce sont des vidéos de recrutement qu'on voit sur Internet de l'État islamique, de Daesh, comment vous jugez, comment vous appréhendez ces méthodes de recrutement psychologique pour essayer de séduire une jeunesse? Alors, ces vidéos de propagande ne sont pas nouvelles. Au camp d'entraînement d'Al-Qaïda, on nous faisait visionner tous les vendredis des vidéos de propagande, qui étaient déjà à l'époque assez élaborées en réalité. Pour tout vous dire, on a même participé nous-mêmes à une vidéo de propagande, c'est-à-dire qu'on nous a filmé à l'intérieur du camp, on en a fait une vidéo. Bon, elle n'est jamais sortie, mais voilà, c'est pour vous expliquer que rien n'est nouveau. La seule chose qui a changé, c'est la technologie, c'est-à-dire que les moyens techniques et puis les moyens qu'ont Daesh sont différents et donc ils élaborent, c'est beaucoup plus élaboré, mais c'est pas nouveau. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est le vide qu'il y a face à cela. C'est-à-dire que
Il y a donc la propagande, le discours qui est vraiment énorme, quoi, très très important. Et puis en face, il n'y a pas le contre-discours qui devrait justement pallier à tout ça. Et je pense qu'il y a un vide énorme par rapport à ça. Et c'est vraiment le vrai problème aujourd'hui, je pense. Quand vous parlez de contre-discours, ça va être une partie de notre conversation avec nos invités là sur le plateau. Ce contre-discours, ce discours d'explication et de déstructuration de ces vidéos d'embrigadement, il devrait être tenu par qui? Par les parents, par des autorités religieuses, par l'école? Bah, je pense que c'est le rôle de tout le monde déjà. Tout le monde peut être acteur, tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde peut faire quelque chose, quoi. Voilà, moi, à mon petit niveau, je raconte mon histoire, mais il y a des imams qui peuvent expliquer peut-être le point de vue théologique, il y a des membres d'associations, et puis il y a des jeunes. Et je pense qu'il faudrait surtout des personnes auxquelles les jeunes peuvent s'identifier. Donc des jeunes déjà, et puis je sais pas, des personnalités, des personnes que les jeunes aiment et qui pourraient leur donner le bon exemple. Je pense que c'est ça qui est important et c'est ce qui manque. Pour prendre l'exemple, par exemple, du site internet très connu Stop Djihadisme, du site gouvernemental, il n'y a pas un seul jeune dans ce site. Et puis, il vient du gouvernement. Donc, évidemment, les jeunes ne vont pas aller chercher l'information là-bas. Mais c'est une bonne réflexion, c'est un bon début. Mais voilà, je pense je pense qu'il faut plus de jeunes en tout cas. Il y a un terme qui circule beaucoup en ce moment, c'est évidemment celui de déradicalisation. Pour vous, ça voudrait dire quoi? Alors, contre-discours ne veut pas dire contre-propagande. Moi, je raconte mon histoire et je raconte les faits que j'ai vus. Voilà, je suis pas là je pense qu'il faut la bonne posture à avoir, c'est surtout ne pas être dans le jugement moral. Je pense. C'est-à-dire entre les bons musulmans ici, les mauvais d'un côté, le bon islam, le mauvais islam, etc. Je pense qu'il faut surtout donner le sentiment aux jeunes qu'on le comprend et qu'on comprend comment il en est arrivé à ce raisonnement, mais essayer de le déconstruire. Voilà, moi en tout cas, j'essaye de surtout ne pas être un donneur de leçons et simplement rapporter les choses telles que je les ai vues. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, donc via Skype, en direct de Strasbourg, pour participer à ce débat. Merci beaucoup à vous.